Depuis le printemps 1942, les Juifs en Belgique occupée doivent porter l'étoile jaune en public. C'est le signal de la déportation. Arrivent les convocations piégeantes pour un prétendu travail à l'Est, puis les rafles massives. Tous les Juifs arrêtés transitent par Malines avant de monter dans des convois. Les autres sont passés dans la clandestinité. Où vont ces trains qui partent de Malines? Comment pourraient-ils savoir ce qui est arrivé à leur père, leur fiancé ou leurs fils qui ont été pris? Connaissaient-ils déjà la tragédie qui se nouait au même moment à Auschwitz? Nous avons mené l'enquête. En cette fin 1942, les résistants juifs en Belgique se sont organisés dans le cadre d'un comité de défense des Juifs, le CDJ. Le CDJ de Bruxelles cherche vraiment à savoir ce qu'il advient de tous ces déportés. Et pour ce faire, il va organiser une mission secrète qu'il va confier à un certain Victor Martin. Victor Martin est un sociologue de l'université de Louvain qui obtient de pouvoir se rendre en Allemagne sous le prétexte d'échanges scientifiques avec des collègues allemands. Sur place, rapidement il disparaît dans la nature et part rôder en Pologne, où il se fait arrêter. La Gestapo le soupçonne d'espionnage industriel, mais en réalité, Victor Martin a tout appris des chambres à gaz et des commandos de travail dans des conditions inhumaines autour d'Auschwitz. Il parvient à s'évader, revient en Belgique, fait rapport au CDJ, un rapport qui aura peu d'audience et qui rencontrera malheureusement très peu d'écho, même à Londres, chez les Alliés, où on est parvenu à l'envoyer. Au même moment, des résistants juifs de Charleroi reçoivent des informations identiques. Ils vont en faire un autre usage. La résistance juive de Charleroi a commencé dès 1940. Elle s'est alliée à d'autres organisations et est devenue le CDJ de Charleroi. On y trouve d'anciens militants communistes dirigés par un trio efficace. L'année précédente, en 1942, ils sont parvenus à piéger la Gestapo qui voulait organiser une grande rafle à Charleroi. Depuis lors, le CDJ de Charleroi s'occupe en secret de ces centaines de protégés cachés un peu partout. La vie clandestine soulève aussi une foule de difficultés imprévues. Les décès, les maladies, les naissances. Rapidement, le CDJ établit de fausses cartes de ravitaillement. Grâce à des complicités dans les administrations communales, un système de fausses cartes d'identité est également mis au point. Le trio Broder, Katz, Makowski s'est entouré d'un important réseau souterrain de camarades et de courriers qui visitent les clandestins ou payent les logeurs. Le CDJ de Charleroi a réuni des fonds secrets grâce au gouvernement belge à Londres et avec l'aide des Juifs américains. La sécurité impose de séparer les parents de leurs enfants. Ils parlent beaucoup mieux le français et risquent moins d'être identifiés comme juifs. Pour garder un œil sur tous ces enfants placés un peu partout, les courriers du CDJ leur rendent des visites régulières. Une collaboration se noue avec l'aide paysanne aux enfants, avec des prêtres protestants dans le Borinage, avec l'orphelinat rationaliste du Hainaut et, bien sûr, avec le monde catholique. Les parents doivent rester dans l'ignorance de l'endroit où vivent leurs petits. On décourage les visites, mais un échange de courrier s'organise grâce aux messagers du CDJ. D'ailleurs, tout est mis en œuvre pour inciter les clandestins à rester dans leur cache. Avec des moyens rudimentaires,
Le CDJ publie même à leur intention un journal en yiddish, Unser Kampf, notre combat. Les messagers du CDJ vont aussi distribuer Unser Kampf aux clandestins. Comme le racontera plus tard Pierre Broder, le fait que l'on fasse paraître, dans le pays, une presse clandestine, en cette langue maudite par les Allemands, se présentait comme un défi à l'occupant. C'était aussi un soutien moral indispensable pour ceux, assez nombreux, qui ne connaissaient que le yiddish. Chaque parution du journal consiste en quelques pages stencilées. Ceux qui se cachent les attendent avec impatience. En mai 1943, 2 juifs anversois évadés de la région d'Auschwitz se cachent dans le Namurois. Ils racontent en détail au CDJ de Charleroi toute l'horreur du camp d'extermination. Comment ne pas les croire? Ils signalent même avoir aperçu le cadavre d'un coiffeur bien connu avant-guerre à Charleroi. De leur côté, dans leur planque, les Juifs ne savent comment passer le temps. Chacun pense à celui ou celle qui s'est fait arrêter. Parfois, on a eu le temps d'emporter quelques photos. Celles-là même qui sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui. Elles rappellent les jours heureux. Puis, face au visage de ceux dont on est sans nouvelles, l'absence se fait sentir et l'angoisse revient. On attend la visite d'un messager du CDJ. Qui sait, peut-être aura-t-il des nouvelles. Sinon, on tentera de se changer les idées avec le nouveau numéro d'Unser Kampf. Il est annoncé pour ce début de mois de juin 1943. Il existe 2 pratiques annuelles de mémoire juive de la Shoah. La première est rappelée chaque année en janvier. Elle correspond à la libération d'Auschwitz par l'armée rouge le 27 janvier 1945. Et elle cultive le souvenir de toutes les victimes assassinées. La seconde revient chaque année le 19 avril, la date d'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Cette seconde commémoration souligne l'esprit de résistance qui a animé des combattants juifs improvisés face à la destruction de leur peuple et de leur culture. De ce point de vue, la publication d'Unser Kampf en 1943 correspond davantage à la mémoire de la résistance. Les résistants à l'époque se sont d'ailleurs interrogés sur la nécessité de publier ce numéro spécial. Certains redoutaient d'affaiblir encore davantage le moral des clandestins. On savait que certains étaient déjà au bord de la dépression. Finalement, on a décidé de dire la vérité pour les inciter à redoubler de prudence, mais aussi à résister.
C'est ainsi par exemple que Joseph Urbach, il a 17 ans, s'engage dans les partisans armés et il le payera de sa vie. À la libération de septembre 1944, leurs protégés ont enfin pu sortir de leur cage. Mais la libération n'a pas toujours été une délivrance. On savait que la plupart des proches déportés pendant la guerre ne reviendraient jamais.